transformation des organisations, on accompagne les restructurations d'entreprises depuis la stratégie sociale jusqu'au reclassement des salariés, y compris la revitalisation et la réindustrialisation. Nous avons une activité de développement des compétences dans lequel vous trouvez de façon traditionnelle la gestion de l'emploi et des compétences, mais également le talent management. Et dans ce cadre-là, dans cette activité qui est dirigée par Michel Paris et qui est animée également sur la partie formation par Nicolas, il se présentera, nous avons un sujet important qui est celui de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. Et on a lancé il y a un an, face à la problématique que les aidants représentaient, on a donc lancé un certain nombre d'actions, à la fois d'actions de communication, comme le livre blanc que vous avez devant vous, et en même temps de solutions pour permettre aux entreprises d'aborder ce sujet. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sur les 3 dernières activités de Sémaphore, pardon, les 2 dernières, vous avez le dialogue social, c'est un peu notre ADN, le dialogue social, et notamment la capacité à consulter massivement des collaborateurs d'entreprise pour embarquer des projets RSE, raison d'être ou des projets stratégiques. Et nous avons des outils qui nous permettent en fait de faire des consultations très larges, puisque ça va jusqu'à 10 000 salariés. Notre filiale est notamment connue pour avoir fait l'analyse des cahiers des grands débats et par ailleurs avoir mené et organisé la Convention citoyenne pour le climat, donc en étant le support d'animation de cette convention. Et enfin, c'est historique, la dernière activité de Sémaphore, c'est une activité de développement territorial. On accompagne les collectivités sur leurs problématiques de logement, de foncier et de développement économique. C'est plutôt une activité d'expertise comptable, d'urbaniste du territoire et d'économiste du logement. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Et nous faisons aussi de la revitalisation et de la réindustrialisation des territoires. Donc, on a une large palette, mais aujourd'hui, on est réunis pour vous parler donc d'aidants et vous donner quelques éléments et surtout vous faire toucher du doigt le e-learning, faire une démonstration du e-learning qui aujourd'hui est à la disposition des entreprises. On y va? C'est parti. Écoutez, je suis bon, ravi d'être avec vous ce soir. Merci pour ceux qui ont pu se rendre disponibles en présentiel et merci à ceux qui se sont connectés en distanciel. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Nicolas Janda. Je travaille pour la filiale TH Conseil. Ce qu'on fait au quotidien, c'est écrit dans notre baseline, manager les singularités, ce qu'évoquait Philippe. Notre approche, depuis la création du cabinet en 2004, c'est l'accompagnement de l'employabilité de personnes ayant des besoins spécifiques. Donc, évidemment, le handicap, mais on va parler aujourd'hui de l'aidance. On est sur des problématiques qui peuvent être relativement proches. Au sein du cabinet, que j'ai rejoint il y a maintenant depuis 2009, j'ai plusieurs casquettes. Mes casquettes principales tournent autour des relations avec nos clients, bien évidemment, la gestion de l'activité formation, mais aussi l'intervention auprès de nos clients. Et c'est vrai que juste une petite anecdote, la semaine dernière, j'ai animé pour un même client sur différents sites 3 sessions dans le cadre du handicap. Il n'y a pas une session où j'ai pas eu minimum 1, 2, voire 3 personnes qui m'ont questionné autour de la problématique des aidants et de la prise en compte. On voit que c'est un sujet qui monte. Pour introduire le sujet, on vous a mis quelques chiffres, vous les retrouvez dans le livre blanc. Déjà, le nombre de personnes, aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes qui sont en situation d'aidance, c'est-à-dire 1/6 de la population française qui sont dans cette situation que va vous caractériser. Nicolas vous a préparé un portrait robot pour pouvoir bien délimiter le sujet. Ces aidants, en 2030, ils représenteront 20% des actifs. 69% d'entre eux ne connaissent même pas la notion d'aidant. Ils n'ont pas de conscience ils sont en situation d'aidant sans avoir une appréciation du concept. En fait, ils ignorent, quand je dis ils ignorent, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, entre guillemets, la théorisation du concept d'aidant leur est totalement étranger, parce que ça leur paraît tout à fait normal d'aider un parent ou un enfant. Si on regarde quelles sont leurs situations,
il y a seulement 20% donc, des aidants qui ont annoncé à leur entreprise être dans cette situation-là. C'est-à-dire, et on connaît cette situation avec Nicolas régulièrement, comme dans le cadre des personnes en situation de handicap, très peu se déclarent en fait. Si on regarde leur attente principale, vous verrez tout à l'heure, il y a 43% d'entre eux, c'est-à-dire la moitié d'entre eux, vous allez voir, ça arrive en premier des attentes, qui en fait demandent des horaires plus flexibles pour pouvoir supporter la situation qui est la leur. Si maintenant, on regarde les coûts, on s'est livré avec Nicolas à prenant d'abord les études, hein, on l'a fait sérieusement, bien sûr, on a essayé de se représenter quel pourrait être le coût des aidants. La première étude fixe à peu près à 30 milliards d'euros le coût des aidants. Ça peut paraître énorme, mais si vous faites rapidement un calcul, 30 milliards divisé par 11 millions de personnes, ça fait à peu près 3 000 euros de coûts sociaux par an. 3 000 euros, si vous prenez les IJ, l'hospitalisation éventuelle lorsque la fatigue est trop importante ou lorsque vous verrez la charge physique est trop forte et que vous prenez la consommation des médicaments, vous y êtes très facilement. Donc 30 milliards, c'est un chiffre qui est très vite atteint dans cette situation. On a regardé ce que ça pouvait peser sur une entreprise de 100 personnes en moyenne. C'est 10% de la masse salariale. 70% d'entre eux sont en activité professionnelle. Et forcément, l'ensemble de ces coûts que l'on vient de présenter pèsent sur l'entreprise et vous pouvez organiser en 3 sujets la façon dont cela pèse. 1, l'absentéisme. 2, la maladie, donc des arrêts maladie, parce qu'il y a de l'absentéisme sans arrêt maladie. Hein. Et 3, excusez-moi, la perte de productivité. Et c'est ce qu'on va vous présenter de façon plus détaillée avec Nicolas et que vous allez pouvoir appréhender au travers des différents exemples que nous présentons. Effectivement, merci. Je vais rebondir sur quelques chiffres. 2030, horizon charnière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la génération des baby boomers, devenus papy boomers. 2030, on arrive à peu près à une moyenne d'âge de 85 ans. 85 ans, c'est l'âge moyen où les gens rentrent en EHPAD. Donc là, on est en train de parler de personnes déjà polypathologiques, voire polyhandicapées, 4 à 6 pathologies qui peuvent les concerner. On voit tout de suite la lourdeur hein, dont parlait Philippe. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si je compte les personnes dépendantes, on va avoir une grosse croissance, pas loin de 20%. On estime entre 1,4 et 1,7 million de personnes âgées qui seront dépendantes, effectivement, à ce moment-là. À elle seule, la maladie d'Alzheimer, je vous laisse imaginer la lourdeur que peut représenter ce type de pathologie et ses conséquences, va représenter à peu près 900 000 personnes concernées. Sauf que 900 000 personnes concernées, ça, c'est le nombre de malades, ce n'est pas le nombre de personnes impactées par la situation. On est plutôt sur 2 à 3 millions de personnes impactées par ces 900 000 personnes devenues dépendantes à cause de cette pathologie. Donc ça va vraiment être intéressant d'aller regarder un petit peu plus précisément de qui on parle. Et notamment, de remarquer qu'il y a une définition qui a été posée au ministère des Affaires sociales et de la Santé qui vous dit qu'un aidant ou les aidants sont ceux qui viennent en aide, non professionnellement parlant, on ne parle pas des gens qui seraient dans la DMR ou autre chose comme ça, à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne. Alors ça regroupe quoi comme réalité? Au moins 3 notions. Ce qu'on va appeler l'aidant familial, le proche aidant. Je vais vous rajouter la notion de l'aidant pivot, puis dedans, dans l'aidant pivot, je vous réserve une petite surprise. L'aidant familial, on parle de qui? On peut parler du conjoint, bien évidemment, mais en fait, ça s'étend au-delà, ascendant, descendant, collatéraux, et on va aller jusqu'au 4e degré du bénéficiaire ou de l'ascendant. Donc ça veut dire un périmètre familial élargi. Ça, c'est l'aidant familial. Et on retrouve, pardon, excusez-moi, c'est dans le Code social de l'action et des familles. Exactement. Sauf qu'on a rajouté, en 2015, une notion beaucoup plus large, le proche aidant. Et là, cette fois-ci, on va parler évidemment de ceux qu'on a vus avant, mais on va parler aussi d'un allié ou d'une personne résidant avec elle ou entretenant, et ça c'est important, avec elle des liens étroits et stables, comme un voisin ou un ami. Vous imaginez tout de suite le nombre de personnes que ça peut représenter.
et le fameux aidant pivot. On parle de quoi? Ben là, on parle de quelqu'un qui subit multiples contraintes. D'un côté, il est aidant, par exemple de parents aujourd'hui, mais il a aussi un enfant à charge. Puis je vais rajouter certains éléments que vous connaissez dans les politiques handicap. Le handicap arrive majoritairement en cours de vie, très souvent vers 50 ans. Il n'est pas impossible que notre aidant, voire fortement probable, soit à la fois aidant d'un parent et un enfant à charge et vive lui-même une situation de handicap. Quand Philippe évoquait les prises de médicaments, les soins, etc., les surcompensations, aujourd'hui, plusieurs études ont par exemple démontré que les aidants ont un état de santé qui se dégrade parfois très vite, voire plus vite que la situation de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il se néglige. Donc tout ça, ça veut dire que si vous regardez l'impact pour l'entreprise, on est clairement sur la deuxième ou la troisième partie de carrière, et c'est bien le terme que j'avais mis en gros sur ma première slide, la question de l'employabilité qui va se poser. Alors, Philippe, tu parlais du portrait robot de l'aidant. Je vous propose... Oui, juste une chose avant. Pourquoi l'élargissement de la notion? Vous pourriez vous demander pourquoi on s'est mis à partir de la famille pour aller jusqu'aux voisins et amis. Avec le vieillissement de la population, en fait, les autorités, l'État s'est rendu compte que ça allait être compliqué si on ne reconnaissait pas un statut. Il n'est pas encore tout à fait, vous allez le voir, il n'est pas encore tout à fait arrêté ce statut. Mais si on ne reconnaissait pas ce statut, il y aurait un vrai sujet de prise en charge des personnes dépendantes, principalement des personnes âgées, en France. Parce que, en fait, les aidants pallient à soit une absence, encore une fois, quand je dis une absence, ce n'est pas avec un jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, l'institution médicale n'est pas capable d'embrasser des situations aussi diverses tous les jours tels que le font les proches aidants. Et c'est pour ça que cette notion-là s'est élargie, et c'est pour ça qu'avec Nicolas, on voulait vous la présenter, c'est-à-dire depuis la définition donc, du Code de la sécurité sociale jusqu'à les dernières lois en date qui permettent de prendre en considération le statut de façon large. Je me permettrai un complément par rapport à ce que tu évoques en disant que quand on va voir le portrait robot de l'aidant type, on va voir que la solution qui existe dans des structures associatives, privées ou autres, d'aide à domicile, d'aide à la personne, etc., hormis les questions autour de la qualité, ça pour ceux qui ont vécu des situations, parfois ça questionne, mais c'est normal, c'est le coût réellement que ça représente, et que quand vous allez voir le portrait robot, on va peut-être se dire que les personnes les plus concernées, ce n'est pas celles qui ont peut-être les moyens les plus élevés pour se payer ce type de prestations. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, ça veut dire qu'ils vont porter eux-mêmes la situation. Alors déjà, le proche aidant, plutôt femme, plutôt homme. Femme, adjugée femme dans 60% des cas. Et si on regarde la fameuse aidant pivot, 30% ont un enfant de moins de 15 ans à charge. Pourcentage de proches aidants salariés, 22%, 45%, 53% ou 70%. 70%. Ce n'est pas tant le chiffre seulement qui est intéressant, c'est la progression. 2015, c'est pas loin. Non, on était à 53%. Combien de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou d'autonomie? 1,2 million, 7 millions, 9,3 ou 15,7? Le dernier mot? 9,3. Ah oui, effectivement. 2030, la vague dont je parlais avant. La déferlante, 20%, 25, 33, 40. On disait 20. Alors ça va dépendre effectivement des études. C'est à minima 20, suivant certaines études, ils vont jusqu'à 25, mais en gros, on retient qu'on est à peu près sur un quart quand même des personnes qui vont devenir aidantes. L'âge de l'aidant. Cinquantaine d'années? Plus? 45? Ah, eh ben, ce qui va être intéressant, c'est le cumul des chiffres. 20% des aidants ont entre 50 et 54 ans. 23,5% des aidants ont entre 60 et 65. Vous cumulez et vous avez ce fameux deuxième, troisième partie de carrière. On pourrait même aller questionner le départ de l'activité, dans quelles conditions on va quitter l'activité professionnelle, de façon anticipée ou pas. L'aidant actif,
plutôt dans un rôle de management ou de non-management? Non-management? Effectivement. Si vous regardez, je vous laisse regarder un peu le tableau et les chiffres, mais ce qu'on constate, c'est que la plupart sont employés ou ouvriers. D'où ma remarque autour des prestations d'aide à domicile, etc. Malgré les aides qu'on peut obtenir, il peut y avoir un gap. Je reprends l'exemple simplement Alzheimer. Je partage un peu ma vie privée une minute. L'aidance, ce n'est pas 8 heures par jour, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quel type d'aide est le plus souvent prodigué par les aidants selon vous? Le soutien moral, l'aide financière ou l'aide à la vie quotidienne? Vie quotidienne, pas le soutien moral. Donc effectivement, quand Philippe évoquait la notion d'absentéisme, d'arrêt maladie, etc., on va voir tout ce qui peut être la charge physique, hein, parce qu'évidemment, hormis les TMS ou autres, d'aller manipuler son proche, etc., ça c'est une chose. Et la fatigue, on l'a vu avec ce que ça peut donner en nombre d'heures à passer, mais aussi la charge mentale. L'aide à la vie quotidienne et les aides financières en dernier. Principale difficulté évoquée par les aidants selon vous? Manque de ressources financières, lourdeur administrative, manque de temps ou fatigue physique? Lourdeur et fatigue physique, manque de temps, adjugé pour le manque de temps, mais doublé de la fatigue physique et des lourdeurs administratives. Donc, ceux qu'on connu, c'est un peu comme l'école des fans à cette question, tout le monde a gagné à la fin. Et le manque de ressources financières. En fait, ce qui est là encore, il y a un chiffre à garder présent à l'esprit, c'est qu'en fait, un aidant sur deux évoque le fait que l'aidance a des conséquences négatives sur sa santé physique et morale. Il signifie que pour l'entreprise, on est bien en train de parler d'un coût à un moment donné. Il y a le coût sociétal et le coût de l'entreprise. Le risque d'absentéisme, vous le voyez concrétisé aujourd'hui par les attentes des salariés. Si on n'arrive pas à y répondre, c'est là qu'ils vont s'absenter. Horaire de travail plus flexible que ce qui peut exister aujourd'hui. Ils demandent également plus de jours de congés supplémentaires. Or, le cadre légal, on pourra en parler un petit peu quand je vous montrerai la solution e-learning, il est quand même relativement limité. Une intervention, il n'y a pas longtemps, de quelqu'un qui montait une association sur les dents, on disait le sujet du handicap est beaucoup plus mature que le sujet des dents d'un point de vue réglementaire, hormis, je veux dire, le recul. Et puis, le recours au télétravail. Je vous laisse regarder un petit peu en dessous les autres éléments. Vous voyez que, par exemple, les logiques de pair aidance ou choses comme ça, effectivement, c'est souvent proposé dans les entreprises. Ça fait partie des demandes d'aidants d'avoir ça, mais ça ne fait pas partie forcément de leur priorité. Ça veut dire qu'en apportant ce genre de solution, on répond à certains, pas forcément à la majorité sur certains de leurs besoins. L'aidant est-il plutôt enfant ou conjoint? On va faire un petit classement décroissant entre l'enfant non cohabitant avec l'aidé, l'enfant cohabitant avec l'aidé ou le conjoint. Votre tiers, c'est gagnant. OK, enfant non cohabitant, conjoint. Okay. Enfant non cohabitant, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est la question de la géographie qui va se poser là. À quelle distance si on est non cohabitant? On estime que 3/4 sont au maximum 40 minutes. Ça signifie qu'il y en a aussi qui sont au-delà. Encore, on parle de fatigue, de disponibilité, etc. On va parler de charge mentale aussi. Le temps pour se rendre chez l'aidé. Le souci permanent de s'est-il passé quelque chose ou pas, quel est mon temps de réaction? Le conjoint, et puis l'enfant cohabitant, finalement, ce n'est pas la situation la plus forte. En fait, on estime que pas loin de 70 personnes sont aidants, et c'est peut-être pas un scoop, de parents ou de grands-parents. Vieillissement de la population qu'évoquait Philippe avant. Alors, avec tout ce qu'on a posé là, comment on va approcher le sujet dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour prendre en compte ces situations, anticiper, prévenir des coûts? Alors, toujours, mais qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour au moins les juguler? Plusieurs axes, j'en ai retenu 2 principaux si on veut faire des choses. L'acculturation autour du sujet. Le chiffre évoqué par Philippe, il est quand même flagrant. Le nombre d'aidants ne connaissant pas
ou ne reconnaissant pas la situation de l'aidance dans laquelle ils sont. Pour tous ceux qui ont piloté des actions handicap, on a l'impression d'être 20 ans au moins en arrière, avec des gens ne connaissant pas ni une définition, ni un statut, et encore moins des droits. Ça ressemble quand même beaucoup. Et le deuxième élément, ça va être la question de l'accompagnement de situations individuelles, parce que là encore, parallèle avec le handicap, on est sur des situations où chaque cas a des chances d'être très particuliers. Ce que je vous propose, c'est qu'on expérimente ensemble une solution, un e-learning, sur le sujet. Cet e-learning, il porte tout simplement le titre de « Proche aidant au travail, mieux concilier le rôle d'aidant et la vie professionnelle ». Je vais me Si je peux dire connecter. deux mots, Nicolas, pour renforcer ton propos. Je t'en prie. Nous avons développé cet e-learning et nous avons développé l'approche aidant en entreprise en essayant de garder à l'esprit les deux critères les plus importants pour les aidants et notamment des conséquences de leur situation sur l'entreprise. La première, c'est le soutien moral et la charge morale qui fait qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un, même parmi les meilleures équipes, qui décroche et qui se trouve en situation d'isolement. Et il n'est pas malade, il ou elle n'est pas malade, elle n'est pas en difficulté, il y a juste un moment où cela décroche parce que la charge des deux travaux, des deux situations de travail devient ingérable. Et la deuxième, celui du temps, parce que quand on prend ces deux-là, c'est à coup sûr les coûts les plus importants pour l'entreprise. Dans vos entreprises, le premier sujet de coût qui va être le vôtre, c'est la perte de productivité, y compris des meilleures équipes, parce que l'aidant, il ne choisit pas. Hein, il choisit pas les personnes ne choisissent pas la situation. La situation leur tombe dessus. Deuxièmement, le temps perdu ou la productivité perdue, c'est sûrement les coûts les plus importants. Donc, on a essayé de penser les solutions en prenant en compte ces deux choses. Un, reconnaître la situation, supporter, aider. Et deux, traiter la question du temps de travail. C'est nos deux axes. On a essayé d'avoir une réponse qui est une réponse pragmatique à la situation des entreprises. Pour compléter ton propos, effectivement, les aidants emploient souvent une expression, le fait d'avoir deux vies professionnelles. L'aidant peut leur prendre jusqu'à 20 heures par semaine. Comparé à un 35 heures, par exemple, pas si ça fait tout à fait 2, mais ça fait bien 1,6, 1,7. À quoi je rajoute la charge mentale. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu l'architecture de cet outil, déjà dans un premier temps. Donc, il s'agit d'un produit digital, d'un e-learning. On peut naturellement le démarrer quand on veut, le reprendre, le réarrêter, etc., etc. Comment a-t-il été construit? Je vous présente un petit peu l'interface de navigation quand vous arrivez dessus. Déjà, effectivement, on vous explique à quoi il sert. À qui il est destiné? Et il est destiné à un public large. Quand on parle d'acculturer, on parle bien de créer une culture commune à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, on va toucher évidemment les managers, les acteurs de ressources humaines, les référents handicap ou aidants. On en parlait avant en disant qu'il peut y avoir des cumuls logiques de casquettes. Les services de santé au travail, les préventeurs, les élus du personnel, mais également les salariés dans leur ensemble et plus spécifiquement dans les salariés, les aidants. Combien de temps prend le module? 45 minutes. Et à l'issue du module, on aura appris plusieurs choses. Déjà, on aura mieux compris les enjeux et l'impact de l'aidance. On aura identifié les difficultés des actifs aidants. On aura réfléchi autour de la qualité de vie, des conditions de travail et de la santé. Avec tous les chiffres qu'on a évoqués, ça paraît assez logique. On va se poser la question de comment créer un climat de confiance au sein d'une politique aidante. Et donc, comment aborder les choses. Et évidemment, quel dispositif, qui je peux mobiliser, à quel moment, quelles sont mes ressources. Et donc, je le disais, 45 minutes. Ce que je vous propose, on ne va pas faire le module complet, parce que 45 minutes, ça fait trop long, mais je vais vous montrer quelques questions simplement déjà sur la première partie, le handicap, l'aidance en chiffres. Mais vous avez déjà plein de réponses, donc là, on va faire une ou deux questions, simplement que vous voyez comment fonctionne la dynamique. Première question en France, combien d'aidants accompagnent un proche au quotidien? 4,5, 7, 11. Vous avez tout retenu? 11. 11. Et donc, quand vous choisissez la réponse, bien évidemment, le module vous propose non seulement de valider, mais aussi vous donne des éléments d'ancrage avec des informations supplémentaires. On peut recommencer les questions. Si vous trompez dans la question, vous pouvez recliquer, recommencer. Pas dans une logique d'apprentissage sanction.
Oui, mais en entreprise, ça reste marginal, oui ou non? En 2030, quel pourcentage des actifs seront aidants? Oui, ben oui, dans les chiffres proposés, si je cliquais, ce serait pas mal. Hop. Et donc, même principe. Allez, une petite troisième pour le plaisir, puis on passera à autre chose. Donc à chaque fois, vous avez une petite accroche pour que les gens aient envie de passer à la question suivante. L'âge moyen de l'aidant, tiens, ça c'est des chiffres qu'on n'avait pas forcément posés avant. On avait posé des tranches. Eh ben, c'est un paradoxe, mais en fait, c'est 43. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui rentrent dans l'aidance avant la quarantaine, et notamment, on retrouve aujourd'hui des situations d'étudiants aussi qui sont aidants. Donc ça ramène la moyenne plus bas. Plus basse, oui. Bon. Vous avez sur le côté systématiquement à disposition un petit panneau qui vous permet de mesurer votre progression et de vous déplacer effectivement dans les différentes questions. Donc vous avez compris le principe sur les chiffres, on ne va pas tout refaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le second chapitre, les enjeux pour l'actif aidant. Et notamment, je vais replier ceci. L'aidant familial, ses tâches et ses situations. L'idée là, c'est que la solution digitale permet à la personne de s'approprier de façon extrêmement concrète le vécu de l'aidant. Ça veut aussi dire qu'elle se sensibilise en même temps. Si elle n'est pas concernée, elle découvre. Si elle est concernée, elle va se dire « Ah, bah ça, c'est moi. » Ou ça peut être moi. Mais ça peut être ça. Ou ça. C'est comme ça qu'on peut arriver jusqu'aux 20 heures hebdomadaires. Alors évidemment, il faut retourner l'ensemble des cartes pour pouvoir continuer. Le module intègre également des témoignages, des vidéos, des choses comme ça. Là, par exemple, effectivement, le quotidien difficile de la réalité de la vidéo, juste un ou deux morceaux choisis. Excusez-moi, je vais reculer un petit peu. C'est là, mais vous voyez toute la problématique. On voit le côté émotionnel, on voit le côté organisationnel, on voit la charge, si je veux déléguer, et on aborde la partie du travail et de la disponibilité. Je l'évoque d'ailleurs, le problème c'est le temps, ça devient un luxe. La vidéo, comme les jeux que vous voyez, les exercices que vous voyez, a pour objectif de permettre aux gens aussi d'appréhender leur situation. Pour ceux qui auraient du mal à en parler, c'est aussi par l'exemple des autres situations que l'on peut toucher du doigt le statut duquel on dépend. L'exercice suivant, celui des limites autour de l'aidance, c'est un glisser-déposer. Il a là encore un double intérêt. Pour le collègue, pour le manager, pour le RH, c'est découvrir des signes qui peuvent dire attention, là j'ai quelqu'un qui est en train de déraper, j'ai quelqu'un qui est en difficulté. De l'autre côté, c'est l'aidant, quand il le fait, ou le salarié, de se dire mais en fait ça c'est moi. Je propose qu'on le fasse ensemble, le glisser-déposer. Je me débrouille pour faire du sport 2 fois par semaine car j'ai un besoin. Il atteint ses limites ou il mobilise des leviers pour se préserver. Je prends chaque jour un temps de sieste pour rester en forme. Préserver. J'ai maigri, je n'ai plus d'appétit. Je ne vois plus mes amis et n'ai plus d'activité pour moi. Chaque semaine, je me réserve un après-midi pour mes activités personnelles. Je suis fatigué en permanence. Oups, pardon. Mon employeur a aménagé mes horaires pour me permettre de continuer à travailler. Les horaires des personnes qui sont dans ces situations-là, sauf pour autant que les horaires prévus. Oui. Oui. Ça faisait partie des, comment dire, de l'intégralité du programme qu'on avait pensé avec Nicolas au début. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop précoce. Il y a des accords aidants dans des entreprises. Donc, en effet, notre recommandation, c'est de signer des accords dans lesquels l'aidance est pris en considération pour déroger aux accords collectifs et permettre, ce qui n'est pas forcément facile, parce que quand vous êtes dans des activités avec des productions encadrées, c'est compliqué de sortir des horaires collectifs.
mais il y a des exemples d'entreprises qui le font. On n'a pas décidé de traiter ce sujet-là aujourd'hui. On a essayé de traiter le sujet surtout de la reconnaissance du statut et de la déclaration du statut. C'est-à-dire comment on fait pour que justement le sujet ait un cadre beaucoup plus général, que la situation soit beaucoup mieux appréhendée et facilement. Vous voyez là, à travers on va continuer à travers les exemples du e-learning. En 45 minutes, nous traitons tous les sujets depuis la situation avec des sujets d'auto-évaluation pour les aidants, leur permettant de se positionner, et vous allez voir derrière des solutions, c'est-à-dire des solutions pratiques qui peuvent, eux, actionner sans même avoir à solliciter quelqu'un dans l'entreprise. Mais oui, le sujet, c'est celui comment on accorde du temps. Ça va être le sujet. Et on finira sur un thème, en effet, avec Nicolas, qui est les danses, ça va coûter cher, mais ne rien faire, ça coûte encore plus cher. Le petit glissé, je suis moi aussi aidé et suivi par un psychologue. Préservé. Je n'ai pas le temps de faire mes examens au ventre ni de me faire opérer. Je n'ai pas passé de nuit réparatrice depuis des mois. Je remonte mon mari sur son lit plusieurs fois par jour. J'ai mal au dos. Grâce au télétravail et les horaires souples, j'ai recréé un équilibre. Je suis stressé. Je n'ai pas une minute à moi. Continue, et cette fois-ci, on va aller voir la dimension effectivement physique, bien sûr, morale et matérielle, les répercussions sur la santé. Selon vous, quel risque y a-t-il de ne pas écouter ses propres besoins? Santé? Je coche? Je coche? Coche? Et je coche aussi. Bon. Allez, pas de sujet. Effectivement. Donc vous avez comme ça une multitude d'exercices pour pouvoir caractériser la situation. Et ce que je vous propose, c'est, si on peut passer au chapitre, Nicolas, Oui. que peuvent mobiliser à la Le e-learning va vous présenter les dispositifs légaux. Alors, je rejoindrai assez la remarque de madame, limités tels qu'ils le sont, que ce soit en nombre ou en latitude. Donc, on va vous présenter, par exemple, la notion de congé de proche aidant, de congé de solidarité familiale ou de congé de présence parentale, les trois cadres légaux. Alors, à chaque Vous fois, connaissiez les trois dispositifs? le module va présenter un résumé, on va dire, évidemment, de à quoi correspond l'aide et renvoie à des ressources. Par exemple, ici, pour en savoir plus, on peut aller voir la vidéo du ministère du Travail, par exemple. Le congé de proche aidant, qu'est-ce que c'est? Le congé de proche aidant est un congé pour aider un proche âgé ou handicapé. Un salarié aidant auprès d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie peut bénéficier d'un congé spécifique. Je ne vais pas le passer en entier, mais le principe, en fait, que nous avons retenu sur les différents liens qu'il y a, par exemple, effectivement ici, les liens administratifs, ça a été de renvoyer systématiquement sur des sites officiels. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le module, si on l'utilise demain, c'est à jour. Si on l'utilise dans 6 mois ou dans 1 an, il est à jour des données officielles. Donc ça signifie que ce que l'entreprise peut faire, c'est à minima le cadre légal et après, ce qu'elle souhaite faire ou pas. Donc, je vais faire défiler un petit peu. Vous avez la même chose donc sur le congé de solidarité. Vous retrouvez la même logique, avec toujours les mêmes principes de lien sur les solutions. Donc, la dernière en date, voilà.
hop, qui est donc le congé de présence parentale. On retrouve bien dans ces problématiques le fait qu'il y a un cadre global, la définition de l'aidant, mais une multitude d'aides fractionnées en petites aides dans plein d'endroits différents. La question du dédommagement, la question économique, elle se pose forcément à un moment donné. Et donc là, même principe, vous allez pouvoir accéder à deux éléments, la prestation de compensation du handicap par exemple, ou le zoom sur le dédommagement des aidants. Il y a toujours la possibilité de cliquer, et vous avez les liens, et on met un tableau récapitulatif, tableau croisé, qui va présenter les conditions d'éligibilité, la nature du congé, et les possibilités accordées à la personne. Pour information, et pour ceux qui ont peut-être déjà fait les démarches, Philippe parlait du statut administratif de l'aidant. Il existe aujourd'hui la possibilité d'obtenir effectivement une forme d'attestation de ce statut, et notamment auprès de la MDPH. Faut-il savoir quels sont les documents, les démarches? Donc effectivement, ce sont encore des éléments qu'on va pouvoir présenter ici, avec toujours le même principe, la logique du lien qui permet d'aller chercher la dernière information en date. Et donc, évidemment, les sites gouvernementaux vous permettent de rebondir de lien en lien sur différents acteurs. Dans les solutions pratiques, la vraie question, c'est comment concilier les deux mondes, comment concilier celui de l'aidance, celui du milieu professionnel. Je vous laisse découvrir effectivement les différents éléments, lire les questions. Voilà des exemples. Le télétravail, effectivement un classique qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas applicable à tout le monde. Tous les métiers ne sont pas... 30% de la population bénéficie de oui. dispositions de télétravail. Ouais. Et pose la question de la confiance en plus, au-delà de la question de l'aidance. Donc là encore, toujours le cadre légal qui est rappelé et présenté. Autre solution par rapport à cette problématique, l'aménagement horaire. Autre remarque, madame, effectivement, quand on parle d'aménagement, on n'est bien évidemment pas forcément que sur une réduction. Je peux à la fois travailler et m'occuper de mon épouse dans la même journée. Temps partiel. C'était le témoignage de la première dame avec son enfant, par exemple. Là, ça pose la question de la rémunération, forcément. Et je rappelle toujours la même problématique. On a vu les profils potentiellement les plus exposés qui gagnent pas forcément le plus. J'ai pu pallier l'urgence et assister mon frère dans toutes ses démarches. Autorisation d'absence ponctuelle. C'est bien d'avoir des droits. La question, c'est savoir qui contacter, comment les mobiliser. Alors, l'interface va proposer un petit jeu de découverte, on va dire, un jeu de navigation qui va permettre d'aller repérer les personnes ressources. Je vais cliquer sur les unes après les autres parce que sinon l'interface m'interdit de passer plus loin. Les représentants du personnel, assistante sociale du travail ou assistant, management de proximité, direction de ressources humaines, médecine du travail, représentant du personnel. Et on a fait le tour, normalement, des différents bureaux. Je peux continuer. On ne va pas le faire ensemble, mais vous voyez, une fois de plus, il y a un exercice qui va permettre d'ancrer ce qui a été vu avant, avec un petit jeu de glisser-déposer d'association. Vous pouvez récupérer effectivement les différents éléments qui sont là et aller les coller en toute logique. Là encore, on peut réessayer. Attendez, je vais sauter l'exercice et je vais passer directement à la suite. Là encore, on retrouve quelque chose qui est très proche de ce que vous rencontrez dans les situations de handicap. C'est comment j'en parle. On est sur un sujet qui est quand même à la croisée de la vie personnelle et professionnelle, mais aussi de la santé, de l'émotionnel. Ça fait quand même beaucoup de choses dont on n'a pas forcément envie de parler, ou on ne sait pas forcément comment en parler. Un employeur sur deux est au courant de la situation d'aidance. Je vous laisse regarder. Quelques témoignages, quelques verbatims. Je suppose que ça a un écho avec le handicap.
En fait, quand on parle d'employabilité, on revient sur un élément fondateur, comme là encore le sujet du handicap. Il faut respecter la vie des gens, leur secret médical, leur vie privée, l'article 9 du Code civil. Mais en même temps, on ne peut pas aider si on n'a pas d'information. Donc il va falloir apprendre à parler aidance comme on a appris à parler handicap. Ben, ça va être sous l'angle des conséquences. Et ce qu'on propose, c'est en fait à la fois un outil potentiellement d'autodiagnostic du salarié qui le fait. Quand il va remplir la première colonne, s'il est en situation d'aidance, ben, potentiellement il va se rendre compte d'une partie des problématiques et peut-être avoir une liste même plus longue que ce qu'il pouvait imaginer. Il va aller se poser les questions des solutions qui pourraient être envisagées et forcément de qui pourrait l'aider pour les trouver et va se poser au final, la remarque de madame sur la durée du travail haute questionne sur le raisonnable, là encore écho avec la situation de handicap. Alors ça sert pour la personne pour s'autodiagnostiquer, c'est aussi un bon moyen pour un référent aidant, pour un manager, pour un RH de dire mais comment je peux aborder le sujet de façon professionnelle en ayant l'obligation de questionner pour comprendre sans être intrusif. On questionne sur le champ professionnel, on peut donc intégrer trajet domicile-travail plus l'activité professionnelle, des conséquences de l'aidance. Là encore, on peut devenir acteur en tant que manager référent. Bien sûr. Oui, monsieur. Je lis plutôt les conséquences de la situation d'aidant, besoin de souplesse. Parce que là, on dirait que c'est par rapport à fatigabilité et perte de revenus, ça. Effectivement, j'entends. C'est un exemple de solution qui aurait pu être projetée, mais vous avez raison. Oui, oui, oui. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais si je peux me permettre, nous le reformulerons. Si je peux me permettre, ce que cela veut dire, c'est que, en fait, vous êtes en télétravail, non pas pour télétravailler, mais la conséquence de votre situation d'aidant, c'est que vous êtes en télétravail pour aider. Mais effectivement, il faut le reformuler. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des solutions de télétravail élargies qui permettent, en fait, de ne pas encadrer le télétravail sous un format horaire, de le laisser ouvert sur des plages larges dans la journée et d'avoir des salariés qui gèrent leur temps en fonction de la situation. Donc, on l'a mal écrit parce que la conséquence de l'aidance, c'est en fait le recours au télétravail pour être présent à la maison et aider la personne qui s'y trouve. Non, et en fait, vous n'êtes plus en situation de travail. Oui, bon. Ah bah oui. Oui. Gérer les plannings. Oui. 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 Ce qui est très intéressant aussi dans votre remarque, hormis la formulation, on y reviendra, c'est que dans l'organisation du travail peut encore se cacher un petit peu entre les lignes la question de la rémunération. Parce qu'en ne faisant pas certaines actions, certains horaires, des astreintes, des choses comme ça, possiblement on va impacter la rémunération de certains. En répondant à une problématique d'un côté, on en génère une autre. Oui. Permettre d'en faire parce que. Eh bien oui. Eh oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur le tableau, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la notion de conscientisation, en fait. C'est-à-dire que quand on est proche aidant, on n'est pas forcément conscient de l'impact. Ça permet pour le proche aidant de l'écrire et aussi de le partager. Ouais. Et en fait, on envisage souvent les solutions avant de poser le problème en tant que tel. En fait, hein, et donc, ça permet vraiment d'aller trouver des solutions qui sont adaptées. Et je pense que c'est la première chose aussi qui est aussi importante pour un président, c'est de faire une pause. Ce terme de conscientisation, en fait, renvoie, si on prend un terme consultant, alors ce n'est pas le but dans le e-learning, mais c'est l'analyse systémique de la problématique. On part souvent du besoin. Alors, en fait, le besoin est la résultante des conséquences. Sauf qu'on définit souvent le besoin d'abord. Tu as besoin de quoi? En fait, la réponse n'est pas forcément celle qui serait la plus adaptée, mais celle que la personne envisage se projetant avec son degré de connaissance, mais sans avoir l'idée de ce qui pourrait se faire, le champ élargi.
etc. Donc, quelque part, c'est aussi, et c'est une des problématiques qu'on peut retrouver sur le sujet du handicap, questionner les gens sur leurs besoins, ça peut être compliqué, parce que quelque part, en induisant la question du besoin, on dit, mais donne-moi la réponse à ton problème. Et là, vous imaginez tout de suite qu'il y a des moments où on n'a surtout pas envie d'être le problème de son employeur. Au moment d'un recrutement, je suis obligé de changer de travail pour être plus proche de mon aidé, mais en même temps, comment j'en parle? Est-ce que c'est vraiment le moment de parler de mes besoins? L'évolution de carrière, pareil. L'entretien annuel, super, super moment, effectivement, pour partager. Peut-être pas le plus adapté suivant les enjeux dans la balance pour oser évoquer des besoins. Par contre, des conséquences. On pose des faits. C'est cette notion de conscience. Ouais. Et l'idée, c'est de déculpabiliser aussi. Le terme qu'employait effectivement Philippe, c'est-à-dire à un moment donné, la personne, elle ne choisit pas, elle n'est pas dans des exigences de confort, elle n'est pas dans des recherches de favoritisme ou de discrimination positive. Dans l'absolu, et on en reparlera un tout petit peu plus tard, les aidants sont des gens qui sont très investis dans leur travail. Mais ils ont ce dilemme de dire comment je peux être à la fois investi et en même temps moins. Et le matin avant de partir. Ceux, par exemple, qui vont aider les parents qui sont à des distances, les soirs, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et régulièrement, ils atteignent leurs limites. Et on découvre la situation après un arrêt de travail. Finalement, le médecin arrive avec la solution la plus évidente, c'est d'arrêter les dents le temps qu'il se repose, qu'il puisse prendre des dispositions, parce que c'est une façon aussi de conscientiser la situation, et de se dire, bon, ben, maintenant, il faudrait peut-être en parler à votre employeur. Alors, à ce moment-là, les dents vont prendre des tâches, le fait que les collègues ne sont pas au courant. Et il vit finalement cet arrêt de travail comme étant quelque chose d'un bon en disant la situation. Enfin, tout le monde se permet de juger, alors qu'il n'y a pas eu vraiment d'exposé de la situation réelle. Oui. Et ça arrive un peu trop tard. Ouais. C'est pour ça que Nicolas et Benjamin avec qui il a travaillé, qui est un autre membre de l'équipe qui conçoit ces e-learning, ont fait ce e-learning de 45 minutes qui permet en fait en assez peu de temps je dirais, finalement pour les entreprises, si on prend le temps, si on prend ces 45 minutes à faible coût, de pouvoir sensibiliser assez largement. À la fois ceux qui ne se rendraient pas compte, parce que c'est en fait ça que vous évoquiez, c'est-à-dire ceux qui ne se rendraient pas compte et qui ne connaissent pas ces difficultés, et donc ils ne comprennent pas pourquoi il y a des absences, ils ne comprennent pas pourquoi la personne arrive en retard, ils ne comprennent pas pourquoi on n'est plus compatissant avec elle, plus indulgent sur les retards que l'on est avec eux. Et par ailleurs, pour la personne, de sortir de la culpabilisation. Donc en fait, nous avons essayé de faire ce e-learning pour, dans un premier niveau, permettre ce dont parlait tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire d'acculturer les entreprises et de dire soyez avertis parce que ça va augmenter en nombre et que finalement, ça peut aussi vous toucher. Et que le jour où ça vous touche, finalement, si vous êtes informé, peut-être ça sera plus facile pour vous que ce n'a été pour les précédents à traiter ce sujet. Voilà, c'est dans cet esprit que nous l'avons fait. C'est exactement ça. Effectivement, grâce au support de communication, je comprends mieux la situation de mon collègue. Toujours la question du climat de confiance. Bon, vous avez plein, on va peut-être pas, Nicolas, juste peut-être que tu montres les ressources. Oui. Oui, effectivement, juste vous montrer. Il y a un quiz de validation, on ne va pas le faire, mais qui permet effectivement, à la fin de tout module, de prendre. Et derrière, la possibilité d'aller chercher d'autres informations. Des outils pour les aidants. Donc, on est toujours dans le concret, faire le point de sa situation. Et effectivement, vous voyez des choses comme France Répit, par exemple, sur lesquelles on va mettre le lien, toujours la même chose, le lien direct pour aller chercher ces informations. Ils ont des outils d'évaluation, d'auto-évaluation. Auto-évaluation et recherche de solutions, on va dire, de récupération personnelle. Agir Carco présente, par exemple, un bilan de prévention gratuit pour les actifs aidants.
Sachant que bien évidemment, ce module de e-learning présente aujourd'hui des aides généralistes, il est totalement personnalisable au contexte des entreprises et des dispositions spécifiques allant sur vos propres mutuelles ou autres, ou accords internes que vous avez développés, parallèle QVCP, on en parlait avant parce qu'il s'agit aussi de porter l'engagement de l'entreprise. On parle de créer le climat de confiance, ça passe par le fait de dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, ça paraît évident, mais aussi de le faire savoir. Donc on peut très bien aussi y intégrer des logiques de témoignage maison, des choses comme ça. On a tous confiance que dans nos pairs, hein, en réalité. La plateforme d'accompagnement et de répit, la boussole aidant. Et quelques liens utiles, effectivement, qui peuvent être disponibles ici. Avec par exemple des choses autour de moi, j'ai quoi? Par exemple, je vais avoir les centres locaux d'information et de coordination, les CLIC, les centres communaux d'action sociale, les dispositifs d'appui à la coordination. Plein de noms que les gens ne connaissent même pas forcément et que, j'allais dire de façon assez simple, une fois qu'ils ont ça, un copier-coller, ils vont aller pouvoir trouver sur Google, dans leur département, des choses existantes. Donc on est vraiment dans du pragmatique, du factuel, de l'existant. Les numéros d'appel dédiés, là aussi, on peut tout à fait personnaliser. Là, on a mis des choses généralistes, mais si vous avez souscrit vous-même des abonnements, des choses comme ça, je vous laisse regarder. Guidage et carco, vidéo. Hop. Où est-ce que tu les avais vus? Attends, excuse-moi. Non, c'est à faire. Hop. Un guide, effectivement, qu'on peut télécharger là. J'ai besoin d'informations, j'ai besoin de relais et de soutien la nuit, etc. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de rajouter dans l'outil une forme d'annuaire quelque part, une forme de cartographie de tout ce qui peut exister, parce qu'on est sur, on est sur une toile d'araignée, une fois de plus, ce genre de sujet, comme on l'a pu être sur le handicap. Plein de choses, on ne sait même pas forcément que ça existe. Et on arrive à la fin du module. Et une chance sur X fenêtre, non plus. Je vais y arriver. Tac, là. Adresser le sujet, je reviens à mes deux fondamentaux. Acculturer, accompagner. On vous a présenté effectivement notre solution digitale. Il en existe d'autres dans les sensibilisations. Effectivement, ça peut être du présentiel, ça peut être du distanciel. Ça peut être une fresque de l'aidant, très participatif, plutôt ludique, plutôt format court. On peut être sur des modules de formation ou de sensibilisation à destination des managers, des référents aidants. Par exemple, les référents handicap, on va leur apporter une journée complémentaire sur la problématique des aidants et faire le parallèle avec des notions qu'ils ont déjà sur les représentations, alors on ne l'appellera pas compensation, bien évidemment, mais vous avez bien compris la question de l'accommodement raisonnable, si je reprenais ce terme, de comment j'aborde le sujet. Donc l'idée, c'est de les ramener en zone de confort. Le terme est peut-être un peu fort, en tout cas en terrain connu, pour pouvoir jouer leur rôle et les rassurer. Évidemment, l'idée après, c'est que quand des gens se déclarent ou s'identifient, comment je vais les accompagner en proximité? Est-ce qu'on est simplement sur une question de communication? Est-ce qu'on est dans la recherche d'une solution sur le poste? Ou est-ce qu'au-delà de ça, on est sur des gens pour qui cumuler activité actuelle et aidance n'est plus forcément envisageable? Et donc, on va questionner le bilan de compétences, le bilan professionnel, l'accompagnement de carrière, etc., histoire de se projeter sur autre chose. On en parlait encore cet après-midi. L'idée, c'est de se dire, si demain je dois changer d'activité parce que la mienne n'est plus compatible, comment je me projette sur un projet professionnel compatible avec les conséquences de ce que je vis? Parce que je suis passionné par la relation commerciale, mais si elle m'amène à me déplacer 4 jours par semaine alors que mon besoin, c'est la proximité, il va falloir que je modifie mon projet. Ou que je le trouve compatible avec du distanciel, etc. Donc voilà les différents éléments. Alors, question, et bien évidemment, si c'est le cas, réponse autour de tout ce qu'on s'est dit sur ce vaste sujet.
Oui, Est-ce qu'il y a accès oui, RG2A. Oui, tout à fait. Bien sûr, vous avez tout à Oui, fait. vous avez bien. Il est navigable au clavier, etc. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il tourne, Bah, vous pouvez y accéder. Il vous le faut demain. On se posera par contre différentes questions, notamment la question technique. Est-ce qu'il est hébergé chez vous sur votre LMS ou est-ce qu'il a besoin d'être hébergé chez nous? Et après, on va se poser la question de la taille d'entreprise, du nombre d'accès qu'il peut y avoir. Puis la dernière, c'est qu'est-ce qu'on apporte ou pas sur la base du produit sur étagère pour porter le message de l'entreprise, ses moyens, ses engagements, voire les prises de parole peut-être de dirigeants ou de personnes qui ont été accompagnées et qui disent moi, je ne peux pas aider mon voisin, mais faire savoir que l'entreprise peut le faire, ça, je sais. Non, non, Poser la fierté d'un- là, on était vite, mais c'est pas un prototype, hein. Non, il est fini. Il est déjà, il est en ligne, il Oui. est en ligne déjà. Oui. Et la seule chose que Nicolas n'a pas précisé, c'est que comme c'est un e-learning, il obéit à une logique d'apprentissage et donc à une logique de passage d'étape par étape. Et il faut passer les étapes les unes après les autres avant d'arriver à la fin. Voilà. Moi, j'ai utilisé la version déverrouillée pour pouvoir naviguer parce que sinon, c'était compliqué. Et on peut le personnaliser puisque c'est nos outils. Et, voilà. Et donc, voilà. Et une fois qu'il est stabilisé, il est disponible. Bien sûr. Oui. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. À partir du moment où le produit paraît intéressant, on peut rebalayer, j'allais dire, aspect par aspect, module par module. Est-ce qu'on rajoute des éléments à un endroit? Est-ce que dans différentes briques, vous voulez rajouter des éléments? Est-ce que vous allez peut-être dire non, mais ça, finalement, chez nous, on n'en est peut-être pas là, où on n'en a pas besoin, où on l'a déjà ailleurs dans un autre cadre. On fait ce qu'on veut avec un produit digital. Ah, bien évidemment, là, c'est la solution e-learning. Oui, pardon. Ah, merci. Merci. On a développé le même genre d'approche, par exemple, je vous évoquais la logique des fresques. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez ludique, qui permet à des groupes plus petits d'échanger entre eux, et par exemple de gens qui travaillent ensemble ou se connaissent un peu, n'ont peut-être pas encore abordé des choses. Au moment où on va les faire jouer sur le sujet, ben, il y en a certains qui commencent à parler, ah bah oui, mais tu m'avais pas dit que, ah bah oui, mais je réalise que, etc. Peut être un moyen de créer du collectif aussi autour de cette, toujours la question du climat de confiance. Libérer la parole. Par contre, je vais rajouter un élément qui est peut-être transverse dans tout ce qu'on a dit et pas que dans le e-learning mode. Et encore une fois, je vais faire un parallèle avec le handicap. C'est responsabiliser la personne et la rendre actrice de sa situation. Ça ne veut pas dire la laisser seule, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, être aidé signifie accepter certaines règles du jeu, s'identifier, communiquer, parfois accepter, on parle de processus de deuil, accepter de communiquer avec des gens avec qui je n'avais pas forcément prévu d'aller. Je veux bien éventuellement parler à mon manager, mais je ne veux surtout pas que l'équipe soit au courant. Je prends votre remarque sur l'organisation. Moi, je vais dire, et dans certains cas, on va faire comment? Je pense que c'est une idée pour une personne de s'équilibrer et d'avoir effectivement l'habitude de Oui. Dans vos accords QVCT, vous avez des dispositions aidants dans vos différentes entreprises qui est qui? Le jour d'absence rémunérée. C'est, on va dire, le. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est déjà un bon début. L'aménagement, comme vous l'avez vu, l'aménagement horaire, c'est, je dirais, le socle. C'est le socle de, comment dire, de la prise en compte. C'est 50% des aidants mettent en premier la flexibilité des horaires de travail. Et je parle pas de télétravail quand je dis ça, hein. Je parle pas de télétravail, hein. Alors, en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, la première que j'évoquais un petit peu avant, c'est la limite sur le poste de la personne et dire oui, demain je fais quoi? Ça, c'est déjà, elle va se questionner. Alors, ce n'est pas que le bilan de compétences, ça peut être le bilan professionnel, le bilan projectif, etc.
On est dans ces logiques-là. Après, le bilan de compétences, il intervient, lui, possiblement à deux moments. Au moment où je vais chercher à me réorienter, mais aussi au moment où, par exemple, je sors de la situation de l'aidance. Parce que on va parler peut-être un peu crûment entre nous, mais sortir d'une situation d'aidance, généralement, c'est pas par le haut. Donc, hormis la partie deuil, etc., très personnelle, il ne s'agit pas d'aller vers le salarié à l'instant P. Ah ben ça y est, tu reviens, on va tout de suite se projeter. Mais dès que la personne va pouvoir atterrir un peu, c'est valoriser ce qu'elle a traversé et pas uniquement être sur, entre guillemets, le constat des problèmes qu'elle aurait pu poser et le nombre de savoir-être, notamment que développe l'aidant et dont il n'a pas forcément conscience, mais peuvent être des vraies formes aujourd'hui. Communication non violente, résistance au stress, disponibilité, souplesse dans l'organisation, résilience, gestion d'agenda complexe, énormément de choses qui finalement, dans un projet professionnel, non seulement sont intéressants pour trouver des pistes, mais permettent de valoriser dans une recherche des temps, par exemple, de temps partiel ou d'avoir été absent, des choses comme ça, et dire, ben oui, mais ce que j'en ai retiré et ce que je vous apporte, c'est ça. C'est créer de la valeur ajoutée, en fait. Et souvent, l'aidant n'en est pas conscient. Oui. Ah oui. Oui, en partie, oui. Oui, oui, oui. Oui, il y a pas mal de choses comme ça. L'idée, c'est vraiment être sur les deux éléments, la prise de conscience, l'acculturation, et ensuite l'accompagnement de situation individuelle. Et là, j'allais dire, les réponses vont dépendre vraiment de la situation. Est-ce qu'on est sur une logique juste d'un bilan? Est-ce qu'on est sur une logique d'un besoin de coaching, carrément? On va aller là-dessus. Est-ce qu'on est dans un accompagnement? On va définir le nombre de sessions, le temps nécessaire, mais aussi par rapport aux objectifs qu'on va se fixer avec la personne et ou avec son employeur. Parce que le et ou, il n'y a pas forcément besoin d'une réunion tripartite. Dans certains cas, c'est nécessaire parce qu'on est sur un projet accompagné par l'entreprise et veut savoir où on met les pieds. Dans d'autres cas, c'est un projet de vie privée. Et est-ce collectif Sous quelle forme? En fait, c'est-à-dire que là, on voit des solutions d'accompagnement individuel sur des cas personnels. Oui. Des solutions Oui. On peut accompagner les entreprises, j'allais dire, en amont de la structuration. Alors évidemment, vous avez évoqué à la demande effectivement de Philippe, qu'est-ce que vous avez mis dans des accords handicap, QVCT. Nous, on peut aller, j'allais dire, questionner la réalité du terrain sur plusieurs façons. Alors, évidemment, on peut le faire de façon très classique. Il y a une façon que j'aime bien avec une de nos entités, dont parlait d'ailleurs Philippe Blounov, qui est intervenu sur les études nationales, c'est d'aller questionner les gens. C'est à la fois une action de sensibilisation, mais aussi récupérer des informations. La particularité, c'est quoi? C'est qu'ils font du traitement on va dire, de réponses volumétriques sur des questions ouvertes. Donc avec l'IA notamment, on peut analyser des retours, ce qui veut dire qu'on peut poser 4, 5 questions simples à des gens et avoir dans leurs réponses déjà un grand nombre de pistes d'action que vous pourriez ensuite envisager de mettre dans un plan d'action, etc. Et donc de rien, on peut aller sur des actions collectives de sensibilisation, comme on peut aller sur une négociation avec les élus, comme on peut aller sur un enrichissement d'accords existants. L'idée, c'est quelque part que finalement, ayant questionné les gens et leur apportant une réponse, on renforce l'engagement de l'entreprise et donc l'appartenance aussi des salariés. On a été entendu. Dans l'accompagnement, j'allais compléter, dans l'accompagnement collectif, hein, vous l'avez compris, l'absentéisme et la perte de productivité sont les coûts les plus importants pour l'entreprise. Donc, interroger les personnes, amener les personnes à se déclarer en qualité d'aidant, c'est aussi pour vous, en tant que direction des ressources humaines, permettre d'analyser la structure de votre absentéisme. Et du coup, de réduire l'absentéisme en traitant la question de l'aidance, parce que ce n'est pas un absentéisme de maladie, ce n'est pas un absentéisme de protestation, ce n'est pas un absentéisme de rejet du travail, et où ce n'est pas un absentéisme de lassitude au travail. C'est un absentéisme qui est lié au fait de ne plus pouvoir assurer sa présence au travail, soit par fatigue, soit par manque de temps. Et du coup, cette approche collective, elle vous permet déjà de résoudre et résorber une partie de cet absentéisme en le traitant. Notamment, je le redis, hein, vous l'avez compris, en aménageant les horaires. Soit par du télétravail élargi pour les fonctions qui peuvent le faire, soit en aménageant au sens physique du terme, c'est-à-dire en réduisant, proposant des temps partiels. Il y a des entreprises qui bonifient une partie du temps partiel, hein, pour permettre à ceux qui sont en situation d'aisance d'en profiter.
Ça permet, je termine juste, ça permet aussi d'enrichir, par exemple, aussi vos analyses sur des retours après longue absence, intégrant dedans cette problématique de l'aidance. Parce qu'en fait, c'est de l'arrêt maladie, mais déguisé sur autre chose. En même temps, à la fois peut-être des managers qui sont face à ce type de situation ou proposer ce dispositif pour des proches aidants, Pour des prochains mois. poser des problématiques et partager les bonnes pratiques et puis poser aussi des choses de manière plus collective. J'ai quand même une question sur le qualificatif des dons. Parce que finalement, tout le monde ne va pas forcément être aidant à la même hauteur. Non. Oui. Voilà. Donc, finalement, Au début. quand une personne va se déclarer, parce que vous parlez de temps partiel bonifié, vous pouvez avoir un problème d'immunité dans l'entreprise, parce que quelque part, si vous avez un aidant qui aide énormément au bonifier son temps partiel, là, ça peut être en effet un bon geste. Si la personne fait très peu, mais qu'elle se déclare aidant, les autres collaborateurs peuvent très bien, en connaissant la réalité de la situation, se dire finalement, ce n'est pas tout à fait une situation de réel aidant. Donc après, comment mettre le curseur au bon niveau? C'est la bonne question de fond, parce qu'on se la pose aussi sur le sujet du handicap. Oui, tout à fait. C'est le côté raisonnable de l'aménagement équitable qu'on va mettre en place. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de poser, et c'est pour ça que le tableau d'analyse était là assez important, et la confiance n'exclut pas le contrôle, donc la fourniture de justificatifs, d'un statut, etc. C'est important de dire qu'à un moment, cette notion de prise en compte de l'aidant, c'est un acte professionnel, on n'est pas sur un acte médical et encore moins un acte charitable, c'est une gestion de l'employabilité, donc la question n'exclut pas le contrôle, le fait d'être sur le plus factuel possible, et de poser qu'en fait, ces aménagements, ce n'est pas l'apport d'un avantage, mais le rattrapage d'un désavantage. Tu peux afficher les... juste remettre en perspective. Hein. Il y a à la fois... Non, juste avant, si tu peux revenir, à la fois un décret... Non. À la fois un décret hein, donc, qui fixe dans le Code de l'action sociale une définition et un article de loi. À partir de là, comme dans toutes réglementations qui sont les nôtres en France, vous avez des faisceaux d'indices qui permettent d'appréhender. Et vous pouvez fixer vos faisceaux d'indices qui permettraient de déterminer le bénéfice de telle ou telle mesure. Et comme dans toutes les mesures, Nicolas l'a cité, les justificatifs, la déclaration sur l'honneur, et un certain nombre d'éléments qu'on utilise couramment pour d'autres sujets. La déclaration sur l'honneur, elle vous engage. À compter du moment où vous faites une déclaration sur l'honneur, s'il s'avérait que vous avez fait une fausse déclaration, eh bien, celui qui vous a attribué un droit est en droit de réclamer réparation. Donc, vous voyez, vous avez plein de choses. Et là, si vous prenez, ne serait-ce que là, vous voyez, il y a déjà, regardez, membre descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré. Donc déjà, c'est déjà encadré. C'est pas le 5e degré, c'est 4e. Même chose, si on va sur la loi, si tu peux aller sur la loi, je suis allié d'une personne résidant ou entretenant des liens étroits comme un voisin. D'accord, très bien. Vous venez nous demander pour aider en tant que voisin une personne âgée. Quel est le nom de cette personne âgée? Où est-ce qu'elle réside? Etc. Donc, et puis, déclaration sur l'honneur, éventuellement faisceau d'indices. Enfin, vous avez plein de solutions. Vous avez plein de solutions qui sont utilisées d'ailleurs dans d'autres accords hein, pour bénéficier de mesures. Hein. Vous devez produire de l'information pour bénéficier de la mesure. Des fois, enfin, avec Nicolas, on pense qu'il ne faut pas quand même en mettre trop, parce que si on finit par décourager les personnes d'utiliser ces mesures, alors qu'au départ, elles sont faites pour justement venir soulager, c'est compliqué. Donc, c'est un équilibre difficile à trouver, mais il faut absolument le trouver. En même temps, on est vraiment sur une réalité. L'aidant, souvent, tient à son emploi pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une soupape de sécurité dans sa vie quotidienne. Je ne parle même pas que du côté économique. Donc, on a cet élément-là.
C'était l'exemple de la dame. Oui, il y a un fort degré d'appartenance, il peut y avoir une forte logique de fierté, etc. Les gens qui vont abuser, il y en aura forcément dans tous les systèmes, potentiellement on peut tomber, mais c'est plus l'épiphénomène. Ça n'empêche pas effectivement de poser les règles du jeu, de définir et de les revisiter. Certaines entreprises se sont engagées, par exemple, dans des logiques de délivrer une sorte de badge maison sur le statut de l'aidant, qui n'est pas un badge à vie. Il sera réétudié régulièrement pour être sûr, tous les ans, tous les 2 ans, pour voir s'il y a toujours un besoin. Un rattrapage d'un désavantage. Donc, on répond à un besoin, pas à une envie, et potentiellement, ça peut s'arrêter. On l'a passé un peu vite. Il était à côté du PCH. Non? C'est pour ça. Oui. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de ce e-learning, c'est-à-dire de permettre aux personnes, d'une part, d'identifier leur situation, de connaître les dispositifs qui vont permettre, pardon, de les aider, et enfin de pouvoir se déclarer en entreprise de façon à mieux gérer la relation avec son entreprise. Et je le redis, sur la question du temps, de l'absentéisme et de la productivité. Le e-learning, il est à la fois fait pour les aidants et les entreprises. Il est fait pour diminuer le coût social de ce que ne serait pas le traitement de l'aidance. Il y aura un coût de traitement de l'aidance, mais ça, nous ne pourrons pas y échapper. Avec le vieillissement de la population et la structure sociale qui est la nôtre, nous ne pourrons pas y échapper. 7 minutes, il nous reste. Merci Inès. Oui, bien sûr. L'absentéisme et le maladie. Oui. Ceux qui s'attendent 1 heure parce qu'ils disent Exact. une urgence et puis Oui, ou ceux qui prennent des jours de congé au dernier moment, ou ceux qui s'absentent dans l'urgence et vous le savez qu'a posteriori. Quand vous êtes aidant et que vous avez votre mère ou votre père qui vous appelle en urgence parce qu'il lui est arrivé quelque chose, vous partez. Et donc vous allez quitter votre travail. Alors, il y a des fonctions, il y a des métiers où l'incidence n'est pas énorme, mais il y a des métiers où la présence physique, je pense aux métiers d'accueil, je pense dans les magasins, si tout d'un coup vous avez quelqu'un qui part, parce que l'émotion est trop importante, un parent qui a chuté, etc., vous pouvez être sûr que les gens s'en vont. Ils s'en vont. Il y a ceux qui vont aller avant de s'en aller, avertir, et puis il y a ceux qui vont même pas avertir parce qu'ils sont soit sous le choc, soit sous un stress important, soit qu'ils y pensent même plus. Puis il y a le problème pas seulement de l'absentéisme, mais du présentéisme. C'est-à-dire qu'on est bien là, on essaye de s'investir à fond dans son travail parce qu'on a besoin de cet élément, on a besoin de tout ça, et en même temps, il y a une tâche de fond qui tourne et qui est énergivore. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va y avoir un problème? Et l'arrêt maladie, c'est autre chose. Il est caractérisé, c'est une pathologie qui se développe, qui est liée à la surcharge mentale ou physique, ou à une dégradation de la santé de la personne. Oui, mais qui gère la soupape. Enfin, oui, sans parler d'arrêt abusif, mais qui gère, comme tu dis, la soupape, c'est le moment on parle de solution. Oui, on ne parle même pas des arrêts abusifs, parce que, encore une fois, je le redis, et Nicolas le rappelle régulièrement, les personnes aidantes sont souvent des personnes extrêmement motivées. Donc, quand l'arrêt maladie intervient, ce n'est pas un arrêt de maladie de complaisance, c'est souvent un arrêt maladie parce que vous avez un professionnel de santé qui dit, là, je vous arrête. Le cas le pire, c'est on est passé au travers de ça parce que la personne a réussi à surcompenser. Et ce que vous évoquez, on va se rendre compte de la situation, non plus par des signaux faibles, mais par un signal fort. Un arrêt maladie prolongé, un accident ou un presque accident. Partage petit rapide, en 1 an et demi, j'ai mis 40 000 km sur ma voiture en tant que situation d'aidant. Si je suis encore en train de vous parler, c'est grâce à l'électronique de ma voiture qui m'a rattrapé sur l'autoroute parce que je m'endormais.
Donc ça, c'est une réalité aussi derrière. Et c'est une petite tâche de fond qui tourne en permanence. Telle est Énergie libre ou pas, ça dépend vraiment de chaque situation, chaque personne. On est enfant unique, on a une famille, enfin, c'est pour ça que je disais l'accompagnement individuel, il porte bien son nom, individuel. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que vous évoquiez, il y a les conditions générales de ce qu'on peut accorder dans un accord maximum d'absence, etc. Et il y a ce qu'on va accorder à la personne dans son besoin, qui n'est pas forcément le maximum de ce qui est prévu. 3 minutes. Notre timekeeper. D'autres remarques, questions à distance? Je vous propose quelque chose. Si ça vous dit, on poursuit nos échanges un verre à la main. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Nous, on va effectivement prendre un verre et je dois remercier toutes les personnes qui nous ont suivis à distance. Merci à vous. Et naturellement, on est à votre disposition aussi pour ceux qui sont à distance, s'ils ont des questions complémentaires par rapport à ce qui a pu se dire dans cette salle. On mettra le lien vers le livre blanc sur les danses et n'hésitez pas à nous contacter avec Nicolas ou moi-même en cas de questions. Merci. Merci beaucoup, Olivier.